il y a le droit de la forme. C'est dans ce droit de la forme qu'il y a la hiérarchie des normes. Vous comprenez? Le droit de la nécessité ici, c'est quoi? C'est que pour mettre en place ce processus de régulation des rapports entre l'État et la Fédération camerounaise de football, on s'appuie sur le décret de septembre 2014, et on s'appuie sur la convention. Et ceux qui querellent, quand ça les arrange, les hautes instructions, sont les mêmes qui, au moment où on nommait Rigobert Song, étaient passés par la voie des hautes instructions, c'est-à-dire de ce droit de la nécessité, de l'urgence et de la commodité. Et à l'époque, c'est à partir de là qu'on avait mobilisé alors le droit de la forme. Celui qui repose sur la hiérarchie des normes avec le fait qu'il y a un décret et tout. Maintenant, quand ça ne les arrange pas, au moment de la nomination de M. Brice, il soulève la question de la supériorité du décret sur la convention en termes de mécanisme juridique. En oubliant que là, on est dans une relation de type contractuel sur la base de la convention et que la convention est la loi des parties. Donc il faut faire extrêmement attention. Le droit de la nécessité peut prendre la forme de ce qu'on appelle le droit d'exception. Le droit de l'urgence, c'est un droit situationnel. Ça veut dire que l'autorité peut devoir répondre à une situation d'urgence qui requiert d'assouplir le traitement juridique de l'affaire. De la même manière que fonctionne le droit de la commodité. À ce moment, l'autre droit qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione materie, c'est-à-dire le contenu des règles qui sont en question, qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione personae, c'est-à-dire les implications que l'application d'une règle a sur un certain nombre de personnes, qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione ordinarius, c'est-à-dire le fait que telle ou telle règle donne compétence à tel ou à tel acteur peut être réservée. Donc quand je dis, parce que les hautes instructions, si vous les lisez dans le référentiel du droit formel, des normes formelles, n'ont évidemment pas de supériorité sur le décret. Mais si vous les lisez dans le référentiel du droit pragmatique, rien ne s'oppose à ce moment aux hautes instructions, parce que ce sont les hautes instructions du président. Et quand vous revenez à la puissance présidentielle, vous comprenez de quoi il s'agit. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si l'État a recouru à ces mécanismes, c'est parce que l'État sait ce qu'il y a à la FECAFOOT. Et il y a quoi là-bas? Il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. On avait donné la latitude au président de la FECAFOOT pour la gestion des campagnes comme le Qatar 2022 et la Côte d'Ivoire 2025. Ceux qui sont dans les circuits peuvent vous dire tous les problèmes que ça a posé. Quand les gens parlent, il y a eu une instruction du président de la République enjoignant au ministre des Soins et de l'Éducation et de Soins et de l'Éducation physique de prendre ses responsabilités. On est dans la logique de la nécessité. Après l'échec de Côte d'Ivoire 2025, on a demandé au ministre, le ministre ne s'est pas levé comme ça. Quand même, il faut respecter les gens. Vous pouvez quereller, pour ça, moi, c'est un être humain comme tout le monde, comme Samuel Eto'o, comme moi, comme vous. Il peut être faillible. Mais le ministre Mouele, Kombi, Narcisse, non seulement il a une expérience administrative, mais il a un capital en la matière, en connaissance du droit. Donc, tout ça pour dire que nous devons être sérieux. On ne peut pas, pour résumer, on ne peut pas examiner l'élimination de la Coupe du Monde en voulant faire croire que la FECAFOOT n'y a rien à voir, monsieur. 16 incidents sur 17 matchs. 16 dans l'ordre de saboter le travail. Je dis 16.
Sous Rigobert Song, il y a eu 0 incident. Sous Marc Brice, il y a eu 16 incidents sur 17 matchs. Vous dites que ce n'est pas du sabotage? On m'a accusé, comme ils disent, professeur menteur, en s'appuyant sur les envolées populistes d'un collègue. On m'a accusé de dire que oui, il n'y a pas eu blocus sur le matériel, mais il y a eu blocus sur le matériel. Qui ne sait pas qu'il y a eu blocus sur le matériel? Cela étant dit, moi je n'ai jamais dit. C'est pour ça que votre formulation d'entrée de jeu dans le débat est une formulation biaisée. Laquelle? Je n'ai jamais dit que la responsabilité, quand je parlais de responsabilité dans votre émission, j'ai cité le nom du président de la FECAFOOT. J'ai parlé de la FECAFOOT en tant qu'organisation. J'ai cité le nom du ministre. J'ai parlé du ministère en tant qu'organisation. J'ai cité le nom des joueurs. J'ai cité même le nom du public en dehors de dire que c'était les Églisés et les hiboux. Tout cela dans un climat extrêmement pestilentiel au niveau de la gestion de cette affaire. Qui peut gérer quelque chose sans qu'il y ait de contraintes? Qui peut gérer quelque chose sans qu'il y ait de faiblesse? Qui peut gérer quelque chose dans l'idée qu'il aurait atteint l'optimalité, c'est-à-dire la performance absolue? Ça n'existe pas, monsieur. Donc, quand vous êtes manager, même si vous êtes un manager performant, vous rencontrez toujours des contraintes. Donc, il y a toujours... La gestion repose sur ce qu'on appelle le principe des deux parties. Il y a l'actif, il y a le passif. Tout gestionnaire doit faire avec cela. Donc, vous ne pouvez pas dire, non, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et dans un contexte où il faut être décent, monsieur Haïssi, les Camerounais souffrent déjà assez de ne pas voir leur équipe au mondial. Mais comment le président de la FECAFOOT se taise pendant que le mondial se joue? Sans que ça signifie qu'il soit le seul responsable de l'affaire. Pourquoi? Bon, le professeur Mouelle, vous pouvez lui tout dire, mais c'est un homme de style. Pourquoi le professeur ne s'est pas indigné, même à travers des personnes interposées? Quelle est cette histoire où la FECAFOOT serait devenue un domaine d'immunité? La FECAFOOT n'est pas une simple association privée, monsieur. La FECAFOOT reçoit des subventions publiques. Ça veut dire qu'elle est au moins une association privée d'intérêt public qui assure, sous la forme d'une concession, le service public du football. Donc, si elle reçoit des subventions, ça veut dire que le citoyen contribuable et usager même peut lui demander des comptes. Elle n'est pas une forteresse qui ne devrait pas rendre compte. Je finis. Oui. Je finis en disant, les gens parlent de bilan, mais le bilan, il est nullissime. Ah bon? Nullissime. C'est une copie qu'on ne mérite même pas de noter. Jusqu'à ce niveau? Oui, monsieur. En 5 ans, quelle que soit la catégorie, en 5 ans, aucune victoire dans les compétitions continentales. Ça, c'est quelque chose qui, sous tous les prédécesseurs du président actuel de la FECAFOOT, que ce soit des présidents, en guillemets, normaux, ou des présidents normalisateurs, ça n'est arrivé. Il y avait toujours quelque part quelque chose qui était de l'ordre du positif. Une FECAFOOT avec de sérieux problèmes éthiques. Il y a d'abord des problèmes d'ordre universel liés à une dérive actuelle qu'il y a dans le football mondial qui prend une dynamique mafieuse. Vous ne pouvez pas gérer des compétitions sportives et vous avez des partenariats avec des gens qui sont dans les paris sportifs. Ça va vous fausser la compétition, puisque ceux qui sont dans les paris sportifs font de la spéculation. Donc ils peuvent prendre contact avec vous pour fausser des matchs. Ça se fait un peu partout dans le monde. Ce n'est pas parce que ce qui est mauvais se fait partout dans le monde que c'est bon. Il y a des problèmes en ce qui concerne les arbitres à la FECAFOOT. Il y a donc des problèmes dans le versement, comme nous prouve le contraire, dans le versement des subventions.
de sérieux problèmes dans le versement de subventions. C'est ça la gestion professionnelle. C'est ça qu'on attend d'une figure comme Samuel Eto'o. C'est ça. C'est ça la transformation du football camerounais sur le modèle de la Bundesliga. C'est ça. Et quand quelqu'un, d'où qu'il soit, dénonce, on sort le macoute. Des milices cybernétiques qui sont destinées à vous empêcher de parler. Professeur, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas également vu que vous avez été excessif dans vos prises de parole, quand par exemple vous avez traité le président de la FECAFOOT de cancer du football camerounais? Mais il a un cancer, monsieur. Ah, vous insistez? J'insiste. J'insiste, monsieur. Vous savez, il y a toujours eu des crises à la FECAFOOT, d'accord. Mais la grande dérive, c'est à partir de 2009. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Le Cameroun vient de perdre la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte, battu en dernière minute à la suite d'une bévue de Rigobert Song, qui entraîne le but de... comment il s'appelait là? J'ai oublié, Aboutreka. Le Cameroun a une équipe très prometteuse parce qu'on a une équipe en renouvellement. On a des gens qui arrivent, très talentueux, Stéphane Bia, on a Alexandre Son et autres. Le Cameroun engage la qualification de Coupe du Monde. À un moment donné, on doit changer d'entraîneur. Claude Le Guen arrive. Alors, on donne le brassard à Samuel Eto'o en contradiction des traditions qui existent à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est le gouvernement qui nomme le capitaine. À partir de ce moment, une crise grave naît dans l'équipe qui va déstabiliser cette équipe à la CAN 2010, à la Coupe du Monde 2010, et vous allez voir que toute la période où Samuel Eto'o est capitaine, alors que c'est le leader sportif inégalable qui, pour moi, après Ronaldo Nazario da Lima, est le meilleur avant-centre du monde dans la décennie 2000-2010, on ne gagne rien. On est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, on a éliminé la Coupe d'Afrique des Nations 2013, la Coupe du Monde 2010, on était déjà avant-dernier, la Coupe du Monde 2014, on est dernier. Certes, il n'est peut-être pas le seul à avoir des responsabilités dans l'affaire, mais le poids de ses responsabilités, c'est fort. Vous remarquerez que Samuel Eto'o est exclu du foot camerounais complètement parce qu'il a même échappé à une radiation à vie qui avait été proposée par le comité de normalisation sous le professeur Joseph Oona. Il anticipe en déclarant sa retraite internationale. Il se retire. Il va faire 5 ans de passage de traversée de désert, 2014-2019. Ça ne fait même pas 3 ans. Le Cameroun gagne une CAN. Quand le Cameroun gagne une CAN, puisqu'il est impliqué dans les batailles qu'il y a eu à partir du comité de normalisation, numéro 1, il arrive avec son influence à imposer ses acteurs dans la normalisation numéro 2, mais il ne s'en contente pas, il lui faut la fédération. Donc il déstabilise lui-même des gens qu'il a soutenus parce qu'il ne voulait pas que Joseph-Antoine Bell soit président. Ah bon? Oui, mais c'est clair, donc qui ne connaît pas ça. Il fait mettre Seydou Njoya qui va encore lui-même contester. Quand il a vu qu'on est dans une dynamique de victoire, il installe encore le désordre pour se rendre indispensable. Pour qu'on le rappelle. Mais depuis qu'on l'a rappelé, on est où? Merci. Merci, professeur. Et nous allons également donner la parole à d'autres membres de ce formidable panel. David Eboutou, nous revenons sur cette fausse polémique basée sur la non-qualification des Lions indomptables en phase finale de la Coupe du Monde 2026. Vous avez suivi le professeur Mathias Eric Ouanangini qui a été traité de tous les noms d'oiseaux. Quel est votre regard que vous fondez d'abord sur cette folle polémique et maintenant sur cette non-qualification des Lions indomptables en phase finale de la Coupe du Monde?
Merci de me passer la parole. Le professeur Onanguini vient de faire un véritable réquisitoire en une vingtaine de minutes de ce qu'il reproche à la Fédération camerounaise de football. Là, c'est même moins grave, contrairement parce que si vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, c'est des billets pamphlets, c'est des véritables réquisitoires, comme je le disais, contre une institution, l'instance fêtière du football camerounais. Et je voudrais quand même partir sur ce qu'il a dit, sur le prologue de cette crise, entre guillemets, entre sa sortie et la mise au point du président de la fédération, en fait de la fédération camerounaise de football, qui avait été élu sur votre plateau. Parce qu'il me semble que lorsque des avis, des analyses sont faites et qui ne vont pas dans le sens de restituer la vérité telle que l'autre partie l'entend, il est de bon ton que l'autre partie, effectivement, fasse une sortie pour au moins remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce que la Fédération camerounaise de football a fait en commettant justement cette mise au point qui est revenue sur un certain nombre de points précis pour éclairer la lanterne du professeur Mathias Rico Onanguini, qui est allé quand même assez durement ce jour-là. Et d'ailleurs, il a repris certains de ses propos. Il a parlé de sabotage. Et là encore, il en a encore ajouté. Samuel Eto'o est le président et le cancer du football. Et sur sa page Facebook, c'est encore plus grave. J'ai lu des expressions quand même qui m'ont fait, moi, croire que le professeur est carrément sorti du cercle de la raison pour laisser parler ses émotions. Il a parlé de pasteur flibustier, des cervelets. C'était quand même assez dur à lire, connaissant la rigueur et l'élévation dont le professeur fait souvent montre. C'était dur à lire. Donc je crois que c'est des émotions qui ont davantage parlé. À la réalité, et je voudrais commencer par là, je ne suis pas de ceux qui souscrivent à la thèse de la responsabilité collective. Moi, je refuse. Parfois, ici, chez vous, vous avez certainement une grosse famille avec des délégations de portions de pouvoir que vous avez établies. Vous savez qu'à la cuisine, c'est madame qui gère. Vous savez que tel enfant doit laver le sol à tel moment et tout. Et chaque fois que l'un des aspects de ces portions de pouvoir que vous avez déléguées est enfreint, vous savez qui interpeller, n'est-ce pas? Vous savez qui interpeller. Je m'amuse souvent à dire que lorsque nous ferons les états généraux de ce pays, parce que manifestement cela arrivera dans ce pays que les fils et filles de ce pays s'asseyent pour réfléchir sur ce qui n'a pas marché, sur l'incurie générale qui a frappé notre pays ces 30 dernières années. On ne va pas inviter tout le monde à se justifier, on ne va pas amener tout le monde à répondre de ce qu'est devenu notre pays, parce que les gens comme nous n'aurions rien géré, n'est-ce pas? Et donc je refuse qu'on m'associe à quelque forme n'est-ce pas, de réquisitoire lorsqu'on viendra par exemple à interroger et tout. Si on prend l'université, quand on viendra à interroger pourquoi il n'y a pas de laboratoire, pourquoi il n'y a pas eu de meilleurs chercheurs, ainsi de suite, on dira monsieur le vice-recteur, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il était vice-recteur en ce temps-là. Quand on dira pourquoi il y a eu des poubelles, on dira madame la ministre du cadastre et tout, pourquoi il y a eu des poubelles à Yaoundé à un certain moment, monsieur le maire de tel arrondissement, pourquoi cela n'a pas marché? Donc c'est trop facile, n'est-ce pas, de penser que chaque fois qu'il y a un problème dans un organisme, dans une structure bien précise, qu'on dise que la responsabilité est partagée. Non. Hein? Les supporters sont, s'agissant du football, les supporters sont également responsables de l'élimination, la fédération est responsable, les ministères, etc. Non, il faut avoir le courage de nos arguments. Et ce courage de nos arguments veut que de façon objective, on reconnaisse que depuis février 2022, la gestion de l'équipe nationale du Cameroun a été retirée à la Fédération camerounaise de football. On a remplacé une portion du discours du président de la République par tout un décret. C'est-à-dire qu'à la suite d'un discours fait par le président de la République, tout un ministre de la République a jugé utile d'appliquer justement cette haute instruction en disant ok, cela remplace les dispositions textuelles. Vous savez, quand le professeur disait tout à l'heure que moi je ne suis pas juriste, hein, que les hautes instructions sont au-dessus du décret. Bon, j'ai suivi cela en néophyte également, et ça tombait bien parce que j'étais à côté d'un de ses collègues
le professeur que vous connaissez très bien, le professeur Abaoyono, qui lui a peu fait de me rappeler que ce monsieur qui parle là est davantage politiste. Il n'est pas juriste, puriste comme nous autres. Et il a été un peu plus dur par la suite. C'est lui, il nous écoute. Il m'a rappelé que dans ces choses-là, il faut éviter parfois l'imposture, n'est-ce pas? Que chacun respecte sa spécialité. Et il m'a expliqué, effectivement, ce que lui entendait en me disant que non, M. Onanguini versait en réalité dans l'abus et qu'en réalité n'avait pas compris grand-chose. Et quand j'ai écouté ces explications tout à l'heure, moi je me réjouis d'avoir choisi, lorsque j'allais m'inscrire à l'université, d'avoir choisi d'aller faire l'histoire des relations internationales. Sinon, j'allais me retrouver dans ce genre justement de pédalage, de confusion qui font que ça finit par embrouiller même les étudiants qui les écoutent. C'est-à-dire qu'un juriste, puriste comme constitutionnaliste, comme Abaoyono, vous dit que non, ce que M. Onanguini dit, c'est l'illettrisme juridique. Voilà le terme qu'il a utilisé. Et M. Onanguini, qui lui est politiste, s'immisce dans le domaine de Abaoyono et vous dit quand même, et vous explique quand même avec des termes latins que en réalité les hautes instructions peuvent dépasser tout un décret. Bon, voilà, c'est un débat. C'est un débat. Ce ne sont pas des termes de politique. Oui, c'est un débat technique. Et je voudrais bien écouter. C'est un débat technique que je voudrais bien écouter entre Abaoyono et Onanguini. Je passe rapidement en disant que vous avez bien compris que le professeur était dans l'abus tout à l'heure, en rappelant que voilà, la copie de la fédération était vierge et qu'il ne fallait même pas la corriger. Il ne sait peut-être pas que... Il a dit que c'est nullissime. Oui, voilà, vous êtes même un peu plus dur. Alors, c'est son nom. Voilà. Alors, le professeur ne sait peut-être pas que depuis l'arrivée de la fédération, depuis l'arrivée de cet exécutif, que nous survolons par exemple la Coupe Unifac au niveau des championnats jeunes. Nous survolons depuis l'arrivée de M. Samuel Eto'o. Ça c'est un fait au moins. Est-ce que le professeur sait qu'il y a un travail de fond qui fait par exemple, je convoque un exemple, le Sénégal que nous regardons avec admiration aujourd'hui, lorsque M. Senghor arrive à la tête de la fédération sénégalaise de football, il décide de tout remettre à plat, il décide de refonder le football à la base. Et le Sénégal a traversé 12 années, 12, M. Pafa ici, sans remporter un seul trophée, sans gagner quoi que ce soit. Et la suite, c'est quoi? C'est que leur premier trophée, ils sont venus le remporter ici à Yaoundé, la CAN. Donc, pour vous dire qu'il y a un travail de fond en ce moment qui est mené par quelqu'un qui porte une vision et qui sait exactement où il va. Samuel Eto'o fait un travail de fond et de fourmi. Et ceux qui sont à même de le juger, son comité exécutif, allez-y discuter avec ces gens-là qui sont pour la plupart présidents de clubs et ainsi de suite. Ils vous disent qu'il y a un travail de fond qui est mené et les résultats ont commencé à se voir. 20 ans. Non, professeur. La réalité, c'est que lorsque M. Onanguini dit que Eto'o doit se taire, mais pour parler de football dans ce pays, qui, si ce n'est Eto'o, qui doit parler de football? Donc, on est là dans un monde à l'envers. En matière de football, avec tous les génies que lui-même lui a reconnu tout à l'heure, lorsqu'il faut parler de football, d'autorité, qui doit parler de football si ce n'est monsieur Eto'o? Pas géré. Non, vous savez qu'à l'université, il y a ce que vous appelez la validation des acquis. Vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. Mais on ne valide pas dans l'arbitraire. Quel arbitraire? Quel arbitraire, prof? Laissez-moi poursuivre. Ce que je dis, c'est que il faut savoir raison garder, même si on manifeste quelques relents de colère en relation avec justement une certaine note cybernétique qui s'est versée sur vous parce que bon voilà, vous avez rencontré pas tous ces gens-là. Non, prof, sachons raison garder. Samuel Eto'o ne va pas contrôler tous ces gens-là qui vous un culte et qui se retrouvent dans les réseaux sociaux et qui pensent que vous avez attaqué, entre guillemets, leur idole. Et donc vous n'allez pas systématiquement reporter ces relents, ces ressentis sur la personne de Samuel Eto'o au point de le traiter de tous les noms d'oiseaux que j'ai vus. Prof, ce n'est pas vous qui parlez, je continue de penser que ce sont vos ressentis, vos émotions qui parlent. Quel système? Quel système? Je vais plus loin. Il ne faut pas le faire de manière systématique. Non, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Est-ce que le fait de n'y être pas, je parle de l'extérieur, la manière dont la FOCAFUT se positionne dans la société. Dès qu'on critique Samuel Eto'o, c'est le lynchage. Il y a toute une armée cybernétique et vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas reliés. Quand même, nous sommes des observateurs.
je vais poursuivre. Vous allez poursuivre. Merci beaucoup. Et vous allez terminer. Allons-y, David. Même comme je n'ai pas dit la moitié, je n'ai pas utilisé la moitié de temps. Merci. David, allez-y, vous allez chuter. Merci beaucoup. Donc, lorsque le professeur insiste sur le sabotage, sur ce qu'il a dit ce jour-là sur ce plateau, il me semble qu'il y a eu une sortie qui a été jointe justement à cette mise au point-là pour rafraîchir les idées du professeur. Et donc, le ministère des Sports, dont il savait, il voulait défendre ce jour-là, était parfaitement au courant. C'est-à-dire que quand il convoque l'aspect du matériel qui avait été confisqué par la Fédération camerounaise de football, il y a eu un contexte. Le contexte était lequel? On avait suivi les choses du genre, le président de la Fédération a confisqué les ballons. Les ballons et même les maillots. Et même les maillots. Oui. Or, le professeur est parfaitement au courant de ce que, à la suite d'un compromis, c'est-à-dire du staff compromis qui avait été validé au niveau de la primature et entériné au niveau de la présidence de la République, et une photo avait même fuité où on avait vu le président de la FECAFOOT, M. Bagambois, le coach, le SGPR. Ce staff-là avait été pratiquement balayé d'un revers de la main par Marc Brist, qui, une fois au Hilton, a dit qu'il voulait travailler avec ses propres éléments, a choisi de refaire tout un staff technique. C'est dans ce contexte-là que ces derniers a refusé de recevoir le matériel de la Fédération camerounaise de football avec ce qui avait été délégué par la FECAFOOT. Que vouliez-vous en ce moment-là que le président de la Fédération de football fasse? Donc je poursuis en disant que non, il faut sortir des émotions prof. Il se passe que nous tous nous regrettons la non-qualification des Lions Indomptables au mondial. Surtout que cela arrive dans un contexte où c'est quand même 10 équipes africaines qui représentent le continent. Mais la vérité, c'est que on a systématiquement refusé à la Fédération camerounaise de football de jouer sa partition. Si la Fédération avait joué sa partition, nous serions aujourd'hui en train de reconnaître sa part de responsabilité. Le ministère des Sports a systématiquement et littéralement retiré toutes les prérogatives naturelles reconnues à la Fédération de football pour la mettre en difficulté. Et il n'est donc pas juste, il n'est pas objectif de revenir aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu, imputer cette responsabilité de non-qualification des Lions au mondial à la Fédération camerounaise de football. C'est ça l'image. C'est d'autant plus que, aujourd'hui, le plus grand perdant, c'est la Fédération. Le plus grand perdant, c'est la Fédération. Vous imaginez très bien en termes d'entrée financière ce que la Fédération aurait engrangé et qui aurait servi à matérialiser la politique sportive. C'est parce qu'on n'a pas le discernement. C'est pour ça qu'il n'a pas compris. Et c'est pour cela que nous disons, donc, cher professeur, qu'il faut faire la part des choses. Laissez le président de la Fédération camerounaise de football implémenter sa vision telle qu'il nous l'a proposée. N'essayons pas d'une manière ou d'une autre d'entraver cette marche-là qui est bonne aujourd'hui. Tous les acteurs de football, tous les acteurs, ceux qui sont mieux qualifiés que vous et moi, Roger Mila, les acteurs les mieux connus qui parlent d'autorité de ces questions-là, vous disent qu'il y a une véritable marche vers la modernité du Cameroun aujourd'hui. Et c'est implémenté, c'est reconnu. Il y a aujourd'hui une modernisation dans l'administration même des affaires de football. On le voit, tout le monde le voit. À moins que, voilà, on veuille simplement jeter la verdict populaire, un homme qui lui ne fait que son travail. On peut en parler. Vous savez, Samuel Eto'o que vous voyez ne parle jamais de politique. Mais j'ai même été surpris de voir le professeur faire des insinuations entre le positionnement de Samuel Eto'o et des perspectives politiques. Ce qui est totalement faux. Ce monsieur ne pense que politique. Ne pense que football. Le lapsus, non, pas du tout. Ne pense que football. Donc, les insinuations sont qu'aujourd'hui, moi je suis totalement surpris par le positionnement du professeur qui, j'insiste là-dessus, est sorti totalement du champ de la raison pour laisser parler ses émotions. Ce n'est pas le professeur que je connais, qui est mon grand frère. Qui parle, c'est davantage quelqu'un qui a ressenti, qui voudrait régler sa compte à Samuel Eto'o. Merci. Si vous l'avez suivi dans un média d'en face, je sais pas, 30 secondes, c'était un véritable réquisitoire. Il a assommé littéralement le président de la Fédération camerounaise de football à en croire que les deux personnes ont un problème dont nous ne maîtrisons pas. Donc, professeur, soyez... Vous n'acceptez pas la critique, monsieur. Merci.